Bonjour, alors nous sommes toujours sur le plateau des Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation à Cesson-Sévigné. On a la chance sur ce plateau de recevoir des auteurs et des autrices de livres qui comptent sur ces sujets-là. J'ai à mes côtés, et je suis ravie de l'accueillir, Nathalie Elal, qui est auteure, journaliste gastronomique, chroniqueuse et consultante. Votre travail est entièrement dévoué à l'histoire de nos régions et de la gastronomie. Vous êtes une experte reconnue du patrimoine culinaire et culturel français. Alors, si votre grande passion est la France et ses terroirs, vous aimez surtout transmettre de par votre activité. Vous apportez régulièrement vos expertises à la radio, à la télé, à la presse écrite aujourd'hui pour des rubriques gastronomiques ou même des reportages. Vous avez également signé déjà une trentaine d'ouvrages, de livres de cuisine, des essais sur l'histoire de la gastronomie. Et vous avez même remporté quelques prix avec certains d'entre eux. Aujourd'hui, vous signez ce nouvel ouvrage, un très bel ouvrage, Mangeurs de lait, qui sort aux éditions Ouest France avec les photographies de Philippe Assé. Un très très beau livre de documentation qui mêle aussi de l'histoire, de la photographie, des recettes de cuisine. On va davantage en parler tout à l'heure. C'est un très beau voyage culinaire et culturel au cœur du patrimoine vivant. Vous nous faites aussi un rapport au vivant et à l'alimentation et à la culture. Alors pour en parler, j'ai déjà envie de savoir, cette déclaration d'amour que vous faites à un produit emblématique qui est le lait, quelle a été, votre relation personnelle avec cet aliment de base, qu'on dit de base en tout cas quand on est enfant? Bonjour Cécile, d'abord merci pour tous ces éloges, ce retraçage de mon parcours. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous à ces assises de l'alimentation à Rennes, enfin à Cesson exactement. Alors ce rapport au lait, il est très simple chez moi. Moi je suis originaire des Hauts-de-France. J'ai grandi dans un petit village du Pas-de-Calais. Et mon plus ancien souvenir de lait remonte à la petite enfance parce que j'ai eu la chance d'aller chercher le lait de la traite tous les jours à 17h avec ma grand-mère. Mes grands-parents m'ont élevée, donc dans le nord de la France. Et on allait chercher ce lait, vraiment quasiment au pied de la vache. Et puis, une fois par semaine, la crème et le beurre. Alors pourquoi vous avez choisi ce lait qui soit cru ou pasteurisé, de vache, de brebis, hein, tous les juments types de lait, aussi. De juments, vous avez plus raison. Rare. Comment est-ce qu'on en fait un sujet pour un livre qui j'espère fera référence, parce que j'ai regardé, il y a très peu de livres en fait sur le sujet du lait qui existent. Alors justement, c'est parce qu'il n'y avait pas ou plus de livres sur le lait récents que j'ai eu cette idée. C'est-à-dire que le lait, depuis des années, il y a des livres, mais qui sont à charge. Il y a des papiers dans la presse qui sont à charge. Il y a des témoignages, parfois complètement farfelus, toujours à charge. Et il n'y avait pas eu de livre consacré au lait depuis 2003. Donc ça fait quand même un bon moment. Je me suis dit que c'était peut-être le moment favorable pour moi, sortir un livre sur le lait. Alors, déclaration d'amour, je ne sais pas. En tout cas, revenir un peu sur des idées reçues, parler de son accessibilité. C'est un ingrédient protéiforme qui se glisse absolument dans toutes sortes de recettes, salées, sucrées. Surtout, c'est un ingrédient accessible qui rentre dans le frigo des Français. Alors, qu'il soit cru, ça c'est un peu plus rare, il faut le dire, mais je commence par ça parce que c'est ma préférence réellement. Qu'il soit entier, qu'il soit demi-écrémé, ça c'est le plus vendu, le plus courant, le plus consommé en France. Et puis du lait aussi écrémé, alors peut-être une texture différente, plus aqueuse, mais qui est quand même utilisée. Et pourquoi avoir choisi du coup le terme de mangeur de lait et pas buveur de lait, évidemment? Ça, c'est un titre qui est important là. Oui, c'est vrai que c'est un titre important. Alors, mangeur de lait, bonne question hein, d'ailleurs. Parce que justement, on a l'habitude de considérer que le lait est une boisson. Ce qu'il est souvent hein, au petit déjeuner, effectivement, c'est le compagnon idéal du petit déjeuner dans l'absolu, plus rarement du goûter en France, mais quand même. Et moi, je voulais montrer que c'était pas juste une boisson, puisque je parle de 50 recettes où le lait joue un rôle indispensable. Donc, justement, reprendre le fait que le lait se transforme et arrive dans nos assiettes grâce à cette transformation et que donc il se mange.
Alors la couverture est particulièrement raffinée et très belle, donc la photo est signée de Philippe Assé. Oui, un photographe remarquable avec qui j'ai la chance de travailler depuis une bonne vingtaine d'années. Et Philippe est un excellent photographe, on travaille très bien ensemble, on s'entend très bien et donc j'avoue qu'il a fait une couverture remarquable. Ouais, très très belle. Alors c'est vrai que c'est un beau livre, donc on attend des beaux livres effectivement, quelque chose de gourmand sur les recettes et tout ça, mais c'est aussi l'occasion pour vous quand même de rendre un véritable hommage aux milliers d'éleveurs, aux milliers d'agriculteurs qui nous offrent chaque jour, effectivement, le lait. C'est important pour vous aussi? C'est même indispensable, c'est-à-dire que faire ce livre sans penser aux agriculteurs et aux éleveurs n'a pas de sens. C'est-à-dire que sans eux, la France ne mange pas. Sans eux, on ne se nourrit pas, on ne se nourrit plus. Il faut absolument protéger, défendre la filière de nos agriculteurs, nos éleveurs. Il faut les soutenir. Sans eux, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de gastronomie. Donc c'est essentiel. Effectivement, quand on rend hommage à un produit tel que le lait, on ne peut pas ne pas parler des éleveurs et surtout des races de vaches, par exemple, que j'aborde dans un petit chapitre du livre. Oui, qui est intéressant parce qu'on a tendance à rester sur les vaches qu'on croise sur nos chemins. Or, dans chaque région, c'est pas forcément les mêmes races, donc on ne peut pas s'arrêter à la Primolstein en Bretagne. Oui, alors la Primolstein, parce qu'évidemment, c'est une vache laitière qui a un rendement exceptionnel. Hein. C'est plus de 10 000 litres de lait par an et par individu, par vache. Mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Il y a l'Abondance, il y a la Brune des Alpes, il y a la Rouge flamande, il y a la Bleue du Nord, il y a la Salers. Il y a énormément de races de vaches, les races normandes aussi. La Simmental, qui est une ancienne race suisse qui s'est adaptée en France depuis plusieurs décennies. Et toutes ces vaches, en fait, ont non seulement une utilité, mais des particularités physiques, parce qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Par exemple, je pense à une vache qui me fascine parce que elle a littéralement un maquillage autour des yeux. C'est l'Abondance qu'on trouve surtout en Savoie, Haute-Savoie, et qui a les yeux cerclés de noir, qui est très esthétique, en fait très coquette. Et puis la Rouge flamande dans le Nord avec une robe complètement acajou. Donc c'est assez fascinant de voir ces animaux déjà. Et puis ensuite parce que leur lait a des propriétés différentes. Certaines conviennent mieux à certains fromages de tradition. Donc c'est important. Alors c'est vrai que vous nous faites voyager en France, sur les territoires, par justement la variété de ces vaches qu'on peut croiser. Et puis vous nous faites aussi voyager dans l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Comment se produit à traverser les siècles, les classes sociales aussi, puisqu'on passe du hameau de Marie-Antoinette aux vacheries parisiennes du 19e siècle. Oui. Vous avez des petites anecdotes qui vous ont surprise? Alors, tout le monde connaît la passion de Marie-Antoinette qui s'amusait à jouer les bergères. Alors, sa passion à elle, c'était plutôt le lait de chèvre, parce que animal peut-être plus facile aussi à élever dans le cadre du Trianon et du hameau de la Reine, hein, donc dans l'enceinte du château de Versailles, que des vaches, évidemment. Mais il y avait aussi des vaches. Bon, ça, on connaît tous, hein, cette légende, enfin, qui n'est pas une légende, hein, d'ailleurs, c'est attesté. Hein, Marie-Antoinette se déguisait vraiment en bergère, invitait ses amis les plus proches. Le hameau de la Reine était un havre de paix pour quelqu'un qui voulait vivre un peu éloigné des intrigues politiques de la cour. Et le lait de chèvre était servi dans des petites tasses en porcelaine très raffinées, dans un décor extrêmement raffiné, à l'image de cette malheureuse reine que nous avons guillotinée. Mais c'est vrai que vous avez évoqué les vacheries parisiennes, et ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, que j'avais déjà abordée dans mon livre Le goût de Paris en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans la capitale, un peu partout, mais principalement peut-être du côté de Montmartre et de Belleville, ce qu'on a appelé des vacheries, qui étaient en fait des étables urbaines, citadines, pour permettre aux Parisiens de satisfaire peut-être un fantasme de bien-être en allant chercher le lait au pied de la vache, justement. Malheureusement, et ça c'est le côté moins charmant de l'histoire, mais bien réel de l'anecdote, c'est que ces vacheries parisiennes présentaient des conditions d'hygiène déplorables, tant pour les animaux que pour les hommes qui y travaillaient. Donc, elles ont fermé petit à petit. Et la dernière a disparu dans les années 50, quand même, 1950, exactement 1954. Donc, c'est pas si loin, en réalité. Et elle se trouvait rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, on a cessé d'avoir des vaches en ville.
Une anecdote qui montre aussi notre façon effectivement de vivre l'agriculture. Hein. C'est les sujets qui sont ici aux Assises de l'agriculture et de l'alimentation. Dans votre exploration, vous avez fait le lien aussi avec, de manière assez étonnante, avec des mythes antiques pour parler de pasteurisation moderne. La pasteurisation moderne, vous me mettez sur ce sujet. C'est vrai que sans Pasteur, sans Louis Pasteur et cette découverte essentielle du lait pasteurisé, on n'aurait pas pu consommer du lait comme nous le faisons actuellement. Je rappelle que la pasteurisation, c'est 72 degrés, en tout cas tel que Pasteur l'a codifié. Maintenant, il y a aussi des pasteurisations douces, plus douces, qu'on retrouve dans le cas du lait microfiltré, qui va être filtré à travers des membranes très fines et ensuite pasteurisé plus doucement. Mais c'est vrai que sans ce progrès-là, et d'autres progrès comme la machine à traire ou les crémeuses centrifugeuses en fait qui permettaient de séparer le lait et la crème, on ne pourrait pas consommer du lait avec la même sécurité alimentaire qu'on le fait aujourd'hui, puisque en pasteurisant le lait, on a pu éradiquer des maladies comme la tuberculose, la brucellose, enfin tout ce qui était des bactéries transmissibles dans le lait. Alors on vient à notre époque plus moderne. Vous démontrez aussi à travers ce livre que c'est le lait et la manière dont on l'exploite et le produit. C'est aussi lié à tout un écosystème des terroirs. Vous mettez en lumière la richesse de la filière laitière française et notamment celle de l'Ouest. Quand vous décrivez comment le fameux berceau de la collecte nationale de lait, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière là aussi ? Sur cette collecte nationale du lait qui existait. On allait à l'école et dans les temps, alors c'était pas 20e siècle, 21e siècle, mais en tout cas, il y avait cette obligation de boire du lait dans les écoles. Alors, c'était pas une obligation, ça je tiens à rectifier, c'est important. En fait, nous sommes dans les années 1950. Et on a le ministre Pierre Mendès France, chef du gouvernement, je crois, de mémoire, qui fait le constat d'une malnutrition infantile sévère en France. Donc dans cette France de l'après-guerre, c'est pas tout de suite la prospérité. C'est les 30 glorieuses sans être complètement les 30 glorieuses. Il faut bien se remettre dans le contexte. Et il constate aussi que l'alcoolisme démarre très tôt parce que on a tendance à donner de l'alcool, enfin du vin notamment, aux plus jeunes, même aux très jeunes, parce que le vin, il faut bien comprendre une chose, le vin est aussi une source de sucre, probablement de certains nutriments aux yeux des gens, mais aussi une source réelle de sucre, de glucose. On en donnait aux femmes enceintes pendant très longtemps. Voilà, et le vin a eu cette réputation de fortifiant après avoir eu celle de désinfectant. C'est-à-dire que quand, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je vais y revenir, quand on mettait de l'eau dans le vin, ou plus exactement du vin dans l'eau, donc qu'on buvait du vin coupé d'eau, c'était surtout pour désinfecter l'eau, qui n'était pas saine. C'était ça. Et ensuite, le vin a joué longtemps ce rôle de fortifiant. On parlait du Bordeaux comme d'un vin fortifiant. Donc Mendès France, il fait ce constat, malnutrition infantile, alcool, trop vite, trop tôt, trop jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va pallier ce problème et pour y remédier, on va distribuer gratuitement dans toutes les écoles de France un verre de lait à la récréation de 10 heures accompagné d'un biscuit. Et on s'en rappelle. Ça se fait encore, vous avez raison, en plus dans certaines écoles, comme il n'y a pas un côté obligatoire, oui. On revient un petit peu à ça. Dans l'ouvrage aussi, on parle de choses qui nous animent particulièrement depuis quelques années, la transition écologique, à l'œuvre aussi dans les élevages, avec de la revalorisation de certaines races anciennes, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sonnent comme un peu un petit repère de poésie, tellement les noms sont jolis. Les enjeux majeurs pour cette filière de transition, c'est quoi ? Les enjeux majeurs, c'est surtout qu'on arrive à préserver la diversité écologique avec notamment les haies naturelles, les bocages. Moi, je pense que c'est ça. Je ne suis pas une spécialiste de l'écologie et je ne suis pas du tout dans la revendication écologique, mais c'est juste du bon sens. Là, je vous parle de bon sens, tout simplement. Alors, on a dit que c'était un outil de transmission aussi, cet ouvrage, ces fameuses 50 recettes. Oui. On ne peut pas le feuilleter là, mais c'est vrai que c'est des recettes qui sont généreuses, mais qui sont surtout accessibles. Oui, c'était important pour moi de
D'abord parce que ce n'est pas un livre de chef, donc on ne va pas donner aux gens des recettes difficiles à réaliser ou qui comportent trop d'ingrédients, peut-être pas évident à trouver. L'idée était plutôt de proposer des recettes faciles, effectivement accessibles, et qui comportent d'autres produits du quotidien. Donc moi je mets mon point d'honneur à tester évidemment chaque recette que je livre. Elles sont même testées plusieurs fois parce que Philippe Asset, qui est photographe, est également styliste culinaire, donc réalise ensuite les recettes que je lui ai transmises. Donc elles sont testées plusieurs fois, elles fonctionnent toutes, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de livres où malheureusement c'est pas forcément le cas. Et donc elles sont toutes vraiment à la portée des familles et de ces personnes qui ont du lait dans le frigidaire. C'est ça. J'ai retenu, j'en ai vu quelques-unes. La brioche perdue. Alors, il n'y a pas que des desserts, il y a aussi des plats, des entrées. Le soufflé au comté et la glace au potimarron aussi. Oui, il y a plein de recettes. En fait, l'idée, c'est que chacun puisse y trouver son bonheur. Il y a même des recettes un peu étrangères. Par exemple, l'Égypte est un pays qui me tient beaucoup à cœur parce que mon mari est égyptien et c'est un pays où je vais depuis plus de 25 ans. Et je donne la recette de l'oum ali, qui est une sorte de pudding égyptien où le lait joue donc un rôle évidemment très important dans la composition. Alors voilà, c'est un très beau livre à la fois de tradition, de gastronomie, tout en parlant des défis de demain, ce que je trouve plutôt intéressant dans ça. C'est pas un simple livre de cuisine, on s'entend bien. Bien sûr. Donc ça, c'est très important de le dire. Et puis il est riche aussi, d'histoire humaine que vous avez élégamment, je trouve. Voilà, c'est pas bavard. Mais vous n'éclipsez aucun sujet qui sont en rapport avec ce lait. C'est pas bavard, mais j'espère que c'est pas à l'os non plus. Non. Maintenant, je voulais rajouter que ça me tenait aussi à cœur de mettre un petit chapitre sur le lait dans la culture populaire, parce que, par exemple, au-delà de l'histoire, je trouve qu'il y a des anecdotes assez intéressantes. Moi, je suis très cinéphile. Il se trouve que j'ai été très marquée par le film, comme plusieurs générations, j'imagine, et encore aujourd'hui, par le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, où là, curieusement, le lait va être beaucoup plus diabolisé, parce que je rappelle pour l'anecdote que c'est une bande de voyous qui se rendent dans un bar, qui ont leurs habitudes dans un bar qui s'appelle le Korova, et dans ce bar on sert ce qu'on appelle un lait plus. Donc ce lait plus, c'est en fait un lait additionné de psychotropes, et en fait le lait joue un rôle assez subtil et diabolique, puisqu'on induit le réalisateur induit que par l'entremise de ce lait absorbé au quotidien, la violence, l'ultra-violence va se déchaîner. Alors c'est moins riant pour l'histoire du lait, c'est moins paisible qu'un tableau de Vermeer. Je pense à La Laitière, qui n'est pas juste une marque de yaourt bien connue des Français, qui est quand même un tableau du XVIIe siècle très important. C'est beaucoup moins paisible aussi que le tableau de Bonnard avec le bol de lait et le petit chat. Mais c'est une réalité de la culture, et ça me tenait à cœur de montrer aussi la place de cet ingrédient dans la culture, dans la publicité aussi, dans la culture pop. Alors c'est passionnant parce qu'il y aurait plein de choses à dire effectivement sur l'approche sociologique, culturelle, gastronomique. Finalement, le lait nous permet toutes ces ouvertures. J'invite chacun à retrouver en librairie donc Mangeur de lait, Nathalie Elal, avec de très belles photos de Philippe Asset, donc qui est publié aux éditions Ouest France, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci Cécile.